Le Premier ministre bénin Luc Adolphe Thiaw à Dori. Le Premier ministre est allé faire le bilan des activités du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, tenu dans cette ville le 11 décembre dernier. Luc Adolphe Thiaw a profité pour tirer des enseignements en vue d'améliorer les prochaines éditions. Politique, le CDP et l'UPC sont à Bobo-Dioulasso. Les deux partis sont allés mobiliser leurs troupes pour les échéances électorales à venir. Et puis Catherine Samba Panza est à la recherche de moyens pour sortir son pays de la crise. La présidence centrafricaine est allée chez le médiateur congolais Denis Sassou Nguesso pour obtenir un appui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Le 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso s'est tenu le 11 décembre dernier à Dori dans le Sénat. 2 mois après, le Premier ministre a présidé une rencontre pour faire le point de l'organisation et d'en tirer les leçons pour améliorer les prochaines commémorations. Reportage signé Aboubakar Sagnon. Dori a relevé le défi de l'organisation du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. L'événement a été un franc succès. C'est ce qui ressort de cette rencontre bilan entre le Premier ministre, le Comité national et régional d'organisation et les forces vives de la région du Sahel. Mis à part le stade régional, la quasi-totalité des infrastructures prévues a été réalisée. À ce jour, la cité des forces vives compte 118 villas totalement achevées, 92 autres sont en cours de finition. La salle multifonctionnelle, inaugurée le 4 décembre dernier, a déjà accueilli ses premiers spectacles. Les 24 km de voies bitumées, les ronds-points, les feux tricolores ont non seulement contribué à la fluidité du trafic urbain, mais aussi à l'embellissement de la ville. Nous pouvons être fiers de ce qui s'est passé à Dori. La population nous a accompagnés. La population a participé. Toutes choses qui ont permis de pouvoir réaliser d'abord les infrastructures. Et j'espère que ce que nous avons fait n'est pas en deçà de leurs attentes. Cette commémoration marque la volonté du gouvernement, marque la volonté du chef de l'État de donner une impulsion nouvelle à cette partie de notre région, souvent caractérisée comme étant une région oubliée. L'attribution tardive des parcelles et les problèmes d'organisation constatés lors des festivités sont les insuffisances qui ont été notées et qui seront corrigées à Dédougou cette année. Au cours d'une précédente rencontre avec le maire et le conseil municipal de Dori, le chef du gouvernement a témoigné de sa gratitude au maire à travers un cadeau pour les efforts déployés afin de réussir la manifestation. J'ai exprimé à ce gouvernement mes remerciements. Quand on regarde ce qui a été fait, les réalisations qui ont été faites dans les délais et en matière de qualité, c'est du très bon travail. Les entreprises ont joué le jeu. Le résultat, c'est que c'est quand même une ville dont nous sommes fiers. Un nouveau challenge attend les populations du Sahel, celui de faire en sorte que le pôle de croissance minier qui sera bientôt réalisé soit une réelle opportunité de développement pour la région. Cette région, elle est riche sur le plan minier. Lorsque nous parlons de développement du pôle minier, ce n'est pas seulement les mines. Nous allons greffer au pôle de croissance minier tout un volet très important pour promouvoir encore plus l'élevage, promouvoir l'agriculture, parce que tout cela va de pair. Luc Adolphe Thiaw a justement, au cours de la rencontre avec les jeunes, appelé ces derniers à saisir les opportunités d'emploi qui vont s'offrir avec ce pôle minier. Il les a également félicités pour leur contribution à l'éclat de la fête du 11 décembre. Félicitations et remerciements également adressés au Collège des sages de la région qui, de par ses prières et conseils, a permis de faire de la 53e fête de l'indépendance l'une des plus belles. À Bobo-Dioulasso, le président de l'Union pour le progrès et le changement, Zéphine Diabré, a rencontré aujourd'hui ses militants. Au menu, remerciements, félicitations et mobilisation pour les échéances électorales à venir. Reportage signé Moumouni Barou.
Le rendez-vous de ce jour, 8 février 2014, à Bobo-Dioulasso, consacre la sortie officielle du président de l'Union pour le progrès et le changement, Zéphirin Diabré, pour dire merci aux militants du parti au regard des résultats engrangés lors des élections couplées de décembre 2012. Et avant de se prononcer sur la situation politique nationale, le président a souhaité voir au plus vite la consolidation du parti pour faire mieux aux prochaines batailles électorales. En décembre 2012, nous sommes venus solliciter votre soutien, votre appui et vos suffrages. Notre parti était jeune et commençait son entrée dans la scène politique. À l'époque, beaucoup ne donnaient pas cher de la peau du petit lion qui avançait doucement. Mais UPC, grâce à votre détermination, grâce à votre engagement et grâce à votre courage, nous sommes sortis avec une victoire éclatante dans la province du Houé. Et nous avons intérêt à continuer de travailler ensemble parce que le combat que nous menons est un combat rude. La question qui nous préoccupe, la question qui nous fait parler, discourir, meetinguer, marcher, c'est la question de l'article 37 et la question du Sénat. Au risque de me répéter, pour la 101 millième fois, c'est clair. Article 37, pas de révision, Sénat, on n'en veut pas. Avant le message du président de l'UPC, les représentants des jeunes, des femmes, des sages, ainsi que les cadres du parti au niveau de la province d'Ioué ont tour à tour pris la parole pour rassurer leur engagement à poursuivre le combat. Un combat qui a permis au parti d'avoir un important nombre d'élus. Vous ne l'ignorez pas qu'à ces élections-là, l'UPC quand même a pu avoir un député et quand même une vingtaine de conseillers municipaux pour une première participation et pour un jeune parti. Le président, en tout cas reconnaissant, a voulu quand même marquer un arrêt ici pour témoigner toute sa gratitude à cette population qui a voulu accompagner ce jeune parti. Après le meeting de Bobo-Dioulasso, d'autres rencontres sont prévues pour remercier et mobiliser la troupe pour que le parti rayonne davantage. Les responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP de la section provinciale du Houé ont tenu aussi un meeting au 6e arrondissement de Bobo-Dioulasso. Au centre de ce meeting tenu hier vendredi, mobiliser et informer les militants autour de la situation nationale. Ahadi Sandamba. 6e arrondissement de Bobo-Dioulasso, les militants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP sont mobilisés. Nous sommes à un meeting de la sous-section CDP du 10e arrondissement. Un meeting pour expliquer aux militants et sympathisants la situation actuelle du parti, mais aussi et surtout pour leur demander de rester toujours mobilisés autour des idéaux du parti majoritaire. Face à la situation nationale, nous avons décidé dans la province du Houé de rester fidèles au CDP et rester aussi fidèles derrière le président Blaise Compaoré pour tout ce qu'il fait pour ce pays. Après avoir écouté le message, tour à tour, les représentants des différentes couches sociales sont passés à la tribune pour réaffirmer leur engagement à rester fidèles au CDP. Et c'est également la position du premier responsable du 6e arrondissement. Je suis toujours le mot d'ordre du parti qui est le CDP. Donc nous, en tout cas notre position est claire, nous resterons toujours au CDP et on va toujours défendre le programme du CDP. Ce meeting a également servi de cadre pour les responsables du CDP d'expliquer aux militants le bien fondé du Sénat ainsi que la nécessité de réviser l'article 37. Pour cela, Sali Assanou et ses camarades pensent qu'il faut aller au référendum. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur. Il y a le cas du Sénégal à côté là, où le président a modifié son article et l'opposition a accepté, ils sont allés aux élections. Mais ils ont battu le président, il s'est rangé. En ce moment, le peuple a parlé. Et c'est que nous voulons qu'on laisse le peuple burkinabé de s'exprimer, de parler. Mais si on va au référendum, si l'opposition gagne, on se range. Si nous aussi on gagne, se range en ce moment, le peuple a tranché. Dans cette logique donc, les responsables du CDP Houé demandent le soutien du peuple pour que le oui remporte, si toutefois il y aura un référendum. Place et rôle du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale dans l'organisation du processus électoral. C'est le thème du conseil d'administration du ministère des Affaires étrangères tenu ce jeudi 6 février 2014 à Koudougou en présence de Isaïe Parkouda. Le code électoral révisé de 2009 consacre le droit de vote de la diaspora burkinabé. Selon les statistiques fournies par les missions diplomatiques et consulaires du Burkina Faso à l'étranger,
Plus de 10 millions de Burkinabés vivent hors du territoire national. Un nombre important a même d'impacter sur le scrutin. À l'approche des échéances électorales de 2015, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale entend jouer sa partition. Et pendant ce conseil d'administration, premier dirigeant pour cette année 2014, il s'agira de déterminer la contribution de ce département ministériel pour la réussite de l'organisation de ces élections. Les nouvelles dispositions législatives du Burkina Faso consacrent le droit de nos compatriotes vivant à l'étranger. L'un des rôles premiers que nous devons jouer, c'est accompagner tous les acteurs qui vont concourir à la mise en œuvre effective de cette décision. Nous devons travailler à faciliter donc le travail de ces acteurs pour que nos compatriotes puissent exercer leur droit de vote. Ils pourront participer au scrutin présidentiel et référendaire. Donc c'est ce que la loi prévoit. Ce n'est pas à tous les scrutins. Par exemple, s'il s'agit de l'élection des conseillers municipaux, les Burkinabés vivant à l'étranger ne pourront pas prendre part à ce type d'élection. Le Burkina Faso est facilitateur dans de nombreuses crises sous-régionales. Et dans ce sens, il dispose des atouts qui méritent d'être consolidés. Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, est très disponible et à l'écoute de tous les pays voisins, de tous les pays d'Afrique, je dirais. Parce qu'en réalité, les missions de médiation qu'il a souvent menées ne se sont pas arrêtées seulement à la sous-région, mais sont allées parfois au-delà des frontières de notre région. Donc c'est autant d'atouts que le Burkina Faso essaie de capitaliser dans la mise en œuvre donc, des missions de médiation qui lui sont confiées. Le bilan des activités menées par le département ministériel courant 2013 sera également passé en revue. Un bilan somme toute satisfaisant au regard des résultats engrangés, notamment la réussite de la conférence des consuls honoraires, le forum de l'intégration, l'ouverture des missions diplomatiques à Djamena et Moscou, la confection des cartes consulaires biométriques sécurisées pour répondre à la problématique du vote des Burkinabés de l'étranger. Selon le ministre délégué Thomas Palé, cette confection a déjà débuté en Côte d'Ivoire et pour les Burkinabés vivant dans les autres pays du monde, le processus est en cours de négociation avec une société dénommée Gemalto. Autre CASEM, celui du ministère des Droits humains tenu ce matin à Gawa. Thème, paix sociale au Burkina Faso, quelle stratégie pour la prise en compte des droits humains et du civisme dans les documents politiques. Reportage de Christine Da. La ministre des Droits humains et de la promotion civique a ouvert ce 6 février 2014 les travaux du premier conseil d'administration de son département. Le CASEM se tient dans un contexte où l'intégration des droits humains et du civisme dans les documents politiques du Burkina est devenue une priorité pour le ministère, désormais inscrit dans une dynamique de recherche de stratégie pour sa concrétisation. De manière résiduelle, il y a des actions qui existent dans certains documents de référence, mais nous voulons formaliser justement ces actions-là pour disposer de statistiques, pour disposer de résultats palpables à la fin de l'année quand on fait le bilan. Et c'est ce travail-là que nous allons nous atteler à programmer dès aujourd'hui, à commencer pour pouvoir l'opérationnaliser dans les années à venir. L'évaluation des réalisations de l'année 2013 du ministère tient également une place de choix dans l'ordre du jour de ce CASEM, avec pour effet de planifier les actions à venir. Le bilan de l'année écoulée n'est pas un sans faute, certes, mais Prudence, Julie Nignan et son personnel se réjouissent de quelques acquis, tels que la sensibilisation et la formation des populations aux droits humains et au civisme et bien d'autres actions. Pensons que l'année 2013, c'est vrai, nous avons eu un petit retard dans les activités qui étaient programmées dues à des raisons indépendantes de notre volonté. Mais nous pensons que ça a été une année très riche. Et un des aspects les plus importants également, c'est le démarrage du processus de l'introduction de l'éducation aux droits humains et au civisme à l'école primaire. Le processus a commencé. Les modules sont déjà enseignés dans des écoles pilotes à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Nous avons prévu de faire une évaluation et si tout va bien, en collaboration avec le MENA, le ministère de l'Éducation nationale, nous avons prévu de généraliser ce processus-là d'ici l'année 2015. Le CASEM s'achève le 7 février prochain et la ministre a invité les participants à prendre activement part aux 48 heures de travaux pour l'atteinte de leur but commun qu'est la protection et la promotion des droits humains et la promotion du civisme au Burkina.
Voilà, toutes mes excuses à Christophe Da qui a signé ce reportage et non Christine Da. Ceci dit, le ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement était ce jeudi 6 février sur le chantier de construction du barrage de Bion et des aménagements du périmètre hydro-agricole et piscicole en aval dans le zone Ouégo. Ces infrastructures de production vont coûter environ 2,9 milliards CFA au budget national. Wendiam Achille Kabore. Les habitants de Bion, dans le zone Ouégo, ont désormais l'eau. Ce barrage moyen, dont la mise en eau s'est effectuée en juillet dernier, contiendrait environ 4 millions de mètres cubes d'eau. Des dispositions constructives modernes pour faire face aux aléas climatiques. Les ouvrages qui ont été réalisés sont de très bonne qualité et nous avons justement profité d'un certain nombre d'études que nous avions finalisées en termes de mesures d'adaptation au changement climatique pour appliquer à ce barrage-là, et nous garantissons que c'est un ouvrage qui est totalement sécurisé, en tout cas dans les limites des crues centennales et même millénaires. Et le ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement a voulu voir cette mise en eau et les travaux d'aménagement hydro-agricole et piscicole à l'aval, et surtout échanger avec les bénéficiaires. Le constat n'est pas totalement rose. À notre regret, on a constaté qu'il y a déjà des producteurs qui sont en train de produire à côté du plan d'eau et qui font du maraîchage. Et c'est pour cela que nous avons voulu rencontrer la population pour leur expliquer vraiment les biens fondés d'un barrage de ces gens et qu'elles ne sont pas autorisées déjà à produire autour du barrage, qu'elles doivent attendre que le périmètre qu'on est en train d'aménager puisse être prêt et livré pour qu'elles puissent produire. Il y aura un accompagnement vraiment dans cette production. Cette sortie de terrain a permis au ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement de tirer des enseignements pour les projets futurs. Avec les échanges qu'on a eus avec les populations, ça nous donne à repenser l'approche de nos chantiers. Parce qu'il faut dès le départ même faire ce genre de rencontres-là avec les populations, poser le problème, dire clairement ce qu'on veut faire pour les aider, voir les préoccupations et prendre tout cela en compte avant même le démarrage du chantier. J'ai entendu ici des choses qu'on aurait pu éviter si on avait commencé par là. Donc il faut que nous repensions désormais nos chantiers de barrage avec les populations, avec tous les services qui puissent être impliqués afin que ça soit vraiment une gestion intégrée de cette ressource en eau là que nous allons mettre en place. Ici, on pourrait avoir 232 tonnes de riz, 280 de produits maraîchers et 14 tonnes de poissons chaque année. Toutes choses qui devraient permettre aux populations d'espérer un avenir encore meilleur. Elle parle même de... Le Grand-Duché du Luxembourg et le Burkina Faso ont signé hier vendredi un accord de financement de 10 milliards de francs CFA. Cette somme va servir au programme de développement stratégique de l'éducation de base, notamment pour l'école obligatoire des enfants de 6 à 16 ans. Jacques Lamissa, Tarpaga. D'ici à 2015, tous les enfants du Burkina Faso devront être sur le chemin de l'école et cet accord de financement portant sur une enveloppe de près de 10 milliards de francs CFA entre le Burkina Faso et le Luxembourg va y contribuer fortement. Ce financement est acquis pour traduire en action le programme de développement stratégique de l'éducation de base, PDCEB. La demande est tellement forte, on a encore quand même 25% d'enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Donc on a besoin de ressources pour nous assurer que ces enfants-là soient dans les salles de classe. Donc pour nous, c'est vraiment un espace. En tout cas, ils viennent nous aider davantage et on a pris l'engagement d'ailleurs que tous les enfants du Burkina iront à l'école en 2015. Je pense que 100% de taux brut de scolarisation, pour nous, ça fait partie vraiment des engagements sur lesquels nous avons pris. Et c'est aussi le programme de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Je pense que nous sommes dans la construction de cette perspective-là. Et Inch'Allah, on va y arriver. Le Luxembourg est présent dans le secteur de l'éducation au Burkina depuis de nombreuses années. La coopération luxembourgeoise a permis d'améliorer l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Le Luxembourg considère que le Burkina Faso est un de ses pays partenaires les plus importants. Donc, quand on avait des fonds supplémentaires engagés au Burkina Faso, c'est naturellement qu'on a pensé à ce secteur-là. Pour le moment, c'est un financement ponctuel sur des années, mais on verra pour l'avenir parce que le programme indicatif de coopération va jusqu'à fin 2015 et c'est au début de l'année prochaine, au cours de l'année prochaine, qu'on va identifier le prochain programme. Là, on verra quels seront les secteurs où on va rester.
De prochains financements permettront de réaliser totalement les principes du PDCEP, notamment l'obligation scolaire de 6 à 16 ans, la gratuité de l'enseignement de base, la décentralisation du secteur et le rattachement du poste primaire à l'enseignement de base. L'Union syndicale des travailleurs du Burkina tient à Ouagadougou du 7 au 8 février son 15e congrès ordinaire. Le syndicat va faire le bilan de ses actions et mettre en place une stratégie face aux réalités du moment. Bouma Ernest Nebié. Après 7 ans de vie, les acteurs de la Confédération des institutions financières de l'Afrique de l'Ouest dressent le bilan de fonctionnement de leur structure. Née d'un regroupement régional de réseaux de coopératives financières, la CIF a été fondée sur la solidarité de 6 grandes fédérations nationales de coopératives d'épargne et de crédit de 5 pays de la zone UEMOA. En 7 ans de marche commune, la Confédération compte aujourd'hui 3 millions de membres avec plus de 300 milliards d'actions qui touchent une famille sur 7 en Afrique de l'Ouest. Ce sont des prouesses unanimement saluées à la rencontre de Ouagadougou par les responsables de la CIF. Cependant, ces prouesses ne doivent pas faire perdre de vue les nouveaux défis de la Confédération au moment où le monde entier connaît un environnement financier de plus en plus difficile. Un challenge à relever et la Confédération des institutions financières en est consciente. Dans tous les cas, le nouveau directeur général qui a pris service à la rencontre de Ouagadougou dit placer le mandat sous le signe de la consolidation des acquis. Mon mandat, je le place sous le signe de la continuité, mais en améliorant la qualité et la performance déjà développées. J'ai bien conscience qu'il y a des défis importants à relever, tant au niveau sous-régional que au niveau mondial. Les 6 grandes fédérations nationales de coopératives d'épargne et de crédit qui forment la CIF sont du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal et du Togo. Leur ambition, faire autrement ensemble pour rendre les futurs possibles. Voilà, vous avez dû rectifier de vous-même ce reportage, bien sûr de Bouma Ernest Nebié, mais il s'agissait plutôt de la Confédération des institutions financières de l'Afrique de l'Ouest qui a tenu son assemblée générale ici même à Ouagadougou. Ceci dit, il s'est ouvert le 5 février à Ouagadougou toujours un atelier régional sur le développement du tourisme. Cet atelier est un cadre d'échange pour atteindre les objectifs du programme d'appui au parc du Conseil de l'Entente. Reportage signé Claudine Bikaba. Le tourisme écologique vu comme un facteur incontournable pour booster le développement durable en Afrique de l'Ouest. C'est ainsi que l'UEMOA, avec le soutien de l'Union européenne, du PNUD et bien d'autres partenaires, ont élaboré un programme d'appui au parc de l'Entente PAPE. Cet atelier régional sur le développement du tourisme dans le complexe Wapo, constitué par le parc W, celui d'Arli, de la Pendjari du Bénin et d'Otitera Mandouri du Togo, et sa périphérie s'inscrit dans ce cadre. Le tourisme écologique peut apporter de la valeur ajoutée. Ça peut apporter des revenus à nos braves paysans et je pense que sa conservation pourrait aussi nous permettre à mieux développer ce secteur-là au profit de nos populations pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le PAPE est cofinancé par l'Union européenne à hauteur de 12,7 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans et le PNUD, lui, intervient dans l'un des volets du programme. Pour nous, c'est vraiment très important de continuer cet appui et ce soutien. Vous avez là, au niveau des 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, un patrimoine tout à fait unique. Et il est excessivement important, nous le pensons, et nous voulons soutenir dans ce sens-là. Le PNUD, lui, c'est vraiment la composante gestion des aires protégées. Et nous accompagnons ici les efforts des États dans la perspective de la gestion durable de ce patrimoine. Le développement touristique dans le complexe Wapo constitue l'un des enjeux de la conservation des aires protégées et du développement local. C'est pourquoi ces participants venus de l'Afrique de l'Ouest ont 3 jours pour échanger sur les actions à mener dans une synergie d'actions en vue d'atteindre l'objectif global du PAPE qui est de contribuer à la conservation de la biodiversité et des services écosystémiques pour un développement durable en Afrique de l'Ouest.
Lutte contre le trafic d'objets d'art et d'artisanat. Ce trafic fait perdre chaque année plus de 800 millions de francs CFA à notre pays. Pour faire face à cette situation, les responsables des contrôles des frontières sont réunis à Bitou pour trouver les moyens de mettre fin à cette pratique. Daniel Kambou. Le phénomène prend de l'ampleur et mérite d'être évoqué, le trafic des produits et autres objets d'art. Certaines régions comme le centre-est sont devenues des passoires pour ces hors-la-loi qui s'adonnent à cet exercice malgré la réglementation mise en place. Vraiment, il y a problème. Et en matière de statistiques, en 2012 par exemple, l'enveloppe attendue était de 58 millions annuellement. Nous n'avons engrangé que 8 millions. Pour 2013, l'enveloppe a été encore revue à la hausse. Pour 2013, l'enveloppe était de 64 millions environ. Et nous sommes en termes de réalisation autour des mêmes chiffres, c'est-à-dire 8 millions d'engrangés annuellement et mensuellement 600 000. Donc vraiment, il y a problème. Il y a problème, l'écart est très grand. Les conséquences de telles pratiques sont énormes pour le Burkina. C'est une perte en devise pour notre pays, tant les écarts sont grands par rapport aux prévisions. Les trafiquants sont intéressés le plus par tout ce qui est masques, statuaires, mais aussi des objets en pierre taillés qu'on trouve dans la région du Nord. Mais aussi on voit qu'ils s'intéressent beaucoup aussi à tout ce qui est masques, comme je le disais. Et ce sont des objets la plupart du temps qui ont une forte charge culturelle pour les communautés. Et pourtant, l'exportation des objets d'art et d'artisanat comme les masques, les statues et statuettes, les instruments traditionnels de musique et les textiles et cuirs de type ancien sont soumis à un décret présidentiel. C'est entre autres l'appropriation de ce texte par les services de contrôle, douane, police, gendarmerie et eaux et forêts qui fait l'objet de cet atelier. Il s'agit à travers ces concertations de mieux les informer mais aussi de mettre en place une stratégie afin de venir à bout du phénomène. Vous savez que le centre-est est l'un des postes frontaliers où tout passe. Et vous savez que tous ceux qui sont dans le domaine du commerce, chaque jour que vous prenez cette voie-là, vraiment, beaucoup de choses passent. Nous-mêmes, quelquefois, nous voyons des objets d'art qui sont aux frontières. Ils sont donc une trentaine de personnes à prendre part à cette rencontre. Une rencontre également prévue pour les autres régions frontalières. L'Union syndicale des travailleurs du Burkina tient à Ouagadougou du 7 au 8 février son 15e congrès ordinaire. Le syndicat va faire le bilan de ses actions et mettre en place une stratégie face aux réalités du moment. Reportage signé Bouma Ernest Nibier. L'Union syndicale des travailleurs du Burkina USTB tient son 15e congrès ordinaire sous le thème « Dynamisation du syndicat, quel enjeu pour l'USTB ». En choisissant de réfléchir sur ce thème, les premiers responsables et les militants veulent que leur union syndicale soit en phase avec les réalités du moment. Par dynamisation, c'est de revoir le fonctionnement de la structure elle-même. Du sommet à la base, comment ça a fonctionné? Est-ce que les bases ont fonctionné normalement? Est-ce que la structure a été à mesure de galvaniser, de commander l'avancement des bases? Si oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre à la centrale de faire un pas en avant? La deuxième chose, c'est de faire en sorte que la centrale puisse continuer d'exister normalement en voyant les réalités actuelles du monde. Parce que les réalités actuelles du Burkina, de l'Afrique noire francophone, ne sont plus les mêmes que celles des années 46 à 1970. Ce n'est plus les mêmes réalités. Donc il faudrait de nouvelles approches pour que les militants puissent avancer. L'USTB est une organisation syndicale née en 1946 à Bobo-Dioulasso sous l'appellation de l'Union syndicale des travailleurs confédérés de la Haute-Volta à l'époque. Selon son secrétaire général, elle a mené plusieurs luttes qui ont permis de remporter des victoires au bonheur des travailleurs. Et les recommandations qui seront formulées à l'issue des travaux de ce 15e congrès devront lui permettre de remporter plus de victoires. Burkinabés et Français experts des questions de santé sont réunis depuis ce matin à Ouagadougou. Ils veulent mettre en place les bases d'un jumelage interhospitalier entre la France et le Burkina Faso pour améliorer l'état de santé des populations. Reportage signé Lazare Pouya. Pour cette première journée de réflexion sur le jumelage interhospitalier, Français et Burkinabés vont au cours de cette rencontre explorer les voies et moyens pour accroître le nombre de jumelages entre hôpitaux des deux pays.
Il s'agira également de contribuer au renforcement des relations de partenariat interhospitalier entre la France et le Burkina. Il s'agit en réalité à travers ces jumelages de pouvoir faire des échanges de connaissances, de pouvoir contribuer surtout pour nos hôpitaux à bénéficier de relèvement du plateau technique et aussi de bénéficier des bonnes pratiques tant pour la gestion des hôpitaux que pour la gestion donc des malades qui sont au sein des hôpitaux. Nous avons beaucoup d'éminents professeurs qui sont dans la salle, qui ont beaucoup d'expérience dans les différents pays et qui pourront entre eux échanger sur la façon dont ils peuvent développer leur coopération, sur la façon dont les formations peuvent être faites soit en France, soit sur site au Burkina Faso. Pour y arriver, les participants des deux pays vont inventorier les forces et les faiblesses de chaque jumelage hospitalier et identifier les mécanismes de coopération entre les deux parties. Aujourd'hui, on va faire un bilan d'étape sur les actions qui ont été réalisées en 2013 et les objectifs réalisés. Et on va parler des perspectives fixées pour 2014. Le jumelage interhospitalier offre des opportunités complémentaires pour améliorer l'état de santé des populations. Et c'est là aussi l'intérêt d'un partenariat. Santé encore, Nomgana, village de la commune de Lumbila, a inauguré le 1er février dernier son centre de santé et de promotion sociale. Le centre de santé a été inauguré en présence des autorités locales, des populations et des partenaires financiers, en présence également de Moussaki. Un nouveau centre de santé et de promotion sociale, CSPS, fait l'objet de mobilisation à Nomgana, un village de la commune rurale de Lumbila. Un dispensaire, une maternité, un dépôt pharmaceutique, 2 logements de personnel, 2 cuisines et des latrines bâties sur une superficie de 8000 m² ont été réalisés à hauteur de 78 805 000 francs CFA. Ceci est le fruit d'une synergie d'action entre l'État burkinabé, la société civile et l'un des partenaires financiers de la région du plateau central. Un CSPS encore dans la ville de Lumbila, c'est un plus pour améliorer la qualité de la santé. Et nous invitons vraiment les gens à venir dans ce CSPS, à se soigner. Solidar Suisse Burkina est une ONG qui intervient dans le domaine de la santé et de l'éducation au niveau de cette région. Et à Nomgana, elle soutient les actions de l'association Manebzanga. Nous voulons seulement inviter la population à fréquenter ce CSPS-là pour garantir leur santé. En visitant justement cette formation, nous avons vu que tout le matériel nécessaire pour une formation sanitaire s'y trouve. Et les premiers à être contents, je crois que ce sont les agents de santé qui vont y travailler. À cette tribune, l'on reconnaît la générosité du micro-suisse, une industrie alimentaire qui a contribué au projet à plus de 54 millions de francs CFA. Et pour le maire de Lumbila, ce nouveau CSPS a besoin de clôtures, des boîtes de salubrité, d'une source d'énergie et d'une ambulance. Montée des couleurs nationales, les ministères en charge de l'économie et de l'aménagement du territoire ont observé à leur tour ce rituel fort dans la vie d'une nation. Bouma Ernest Nébier. Mesures gouvernementales relatives à la reprise de la montée des couleurs nationales dans les départements ministériels et les institutions de l'État ici en exécution au ministère en charge de l'économie et des finances par un personnel mobilisé. Nous allons nous organiser pour qu'au niveau de chaque structure, à tout du rôle, chacun puisse prendre des responsabilités pour le faire. Et je pense que c'est un bon signe, c'est un bon acte qui va aussi amener les fonctionnaires à comprendre qu'avant tout, ils sont des citoyens et qu'il faut qu'ils s'investissent dans tout ce qu'il y a comme acte, comme signe qui montre qu'effectivement ils sont des citoyens et doivent participer donc à tout ce qui est acte patriotique. Le même acte est posé au ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation tous les derniers vendredis du mois. C'est par la couleur qu'un pays s'exprime. Je pourrais dire même que c'est le départ en tout. Le fait qu'on monte les couleurs, ça nous unifie. Et vraiment, je pense que c'est une très bonne chose. C'est un acte citoyen, c'est un acte républicain qui fait partie des plus grandes valeurs de notre pays.
le drapeau représentant un symbole fort. Au regard de la mobilisation de personnel de plus en plus constatée dans les ministères pour la montée des couleurs nationales, l'on pourrait dire que la mesure gouvernementale est une réussite et que les agents de l'État ont beaucoup d'estime pour leur patrie, le Burkina Faso. Un festival de danse pour la ville de Bobo-Dioulasso. La première édition de In-Out Festival Dance a ouvert ses portes le 6 février dernier. À l'affiche des prestations d'artistes venus de tous les coins du monde. Ahadi Sandamba. Carrefour de danse contemporaine et traditionnelle, le tout premier rendez-vous de danse de Bobo-Dioulasso, dénommé In-Out Dance Festival, vient de voir le jour après 2 années d'intenses préparations. Et c'est ici, à la place de la mairie centrale, que les festivaliers, après avoir sillonné quelques artères de la ville, se sont retrouvés pour signer l'acte de naissance du nouveau-né. Des moments tout naturellement riches en prestations d'artistes et de troupes. Porté par la compagnie Tamadia, le festival qui vient de naître se veut un espace de croisement, de partage et d'échange culturel. Pour moi, il est tellement essentiel d'avoir un festival ici pour que les amis d'Asie, des États-Unis, de l'Europe et voilà, d'Afrique un peu partout se croisent sur notre terre, partagent les bons moments avec nous, transmettent des savoirs et prennent aussi des savoirs. In-Out Dance Festival, ce sont des rencontres de danse et musique, d'ici et d'ailleurs, en salle comme en plein air, des conférences et des projections vidéo sur la danse. Et dans cette vision de promotion de la danse, la compagnie Tamadia peut compter sur le soutien des premiers responsables de la commune, lesquels responsables voient en ce festival un créneau de développement local. Le séjour de tous ces festivaliers-là va contribuer à développer la ville. En tout cas, nous mettrons tout en œuvre pour que ces festivals puissent grandir, peut-être en moyens financiers. Et à cette première édition, tous les intervenants à la tribune ont loué l'initiative. Cependant, ils n'ont pas manqué de rappeler aux organisateurs que ce rendez-vous culturel ne devrait pas être un festival de trop, mais plutôt un véritable moteur de promotion culturelle. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end et à demain 20h pour le grand journal.